faire venir ceux qui ne sont pas encore de ce côté-ci. Alors, on va terminer cette journée dont le thème était donc s'adapter ou disparaître. Je pense que vous l'avez compris en participant aux différents ateliers, aux différentes interventions, quand on était résolument du côté de l'adaptation et pas de celui de la disparition. Et donc pour terminer cette journée, en fait, on vous propose d'entendre deux entreprises qui finalement, elles, se sont déjà adaptées, sont déjà dans le monde d'après. Deux entreprises de secteurs différents. La première s'appelle Ecover, c'est une entreprise belge d'origine qui aujourd'hui, en s'étant adossée, en ayant racheté une entreprise américaine depuis peu de temps, représente 300 personnes et un peu plus de 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et cette entreprise, elle a la particularité d'être le pionnier et donc le leader sur les produits d'entretien écologique. Et quand je dis pionnier, c'est parce qu'elle s'y est lancée depuis les années 80, le début des années 80. Et puis la deuxième entreprise qui, elle, est dans le domaine de la biscuiterie, c'est le numéro 2 de la biscuiterie en France et un des leaders européens derrière le groupe Lu. C'est une entreprise qui s'appelle Poult, qui est basée dans le sud-ouest et dans le grand ouest de la France. Qui représente à peu près la même taille que Ecover et qui, elle, a décidé de s'adapter au monde d'après en abolissant la hiérarchie dans l'entreprise, voilà, en donnant le pouvoir aux gens de terrain. Donc on va les entendre successivement. Je vais appeler donc à venir me rejoindre donc Jean-Louis Desmet d'Ecover qui va démarrer, et puis on entendra ensuite Bruno Pastré qui va également vous parler de Poult. Chacun pour 10 minutes, et puis après on va rentrer dans le jeu des questions-réponses, puisque l'objectif c'est bien de creuser leur expérience pour nous en nourrir. Voilà, Monsieur Desmet, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Oui, je vais m'installer. Écoutez, pardon. Je suis très honoré d'être ici. J'ai entendu ce matin donc, des conférenciers, notamment M. Pic et puis d'autres, les lauréats. Donc c'est très flatteur de représenter son entreprise quand on a comme ça, on va dire, le devoir de présenter devant des gens qui sont très actifs dans le développement durable. Alors notre entreprise se situe à Boulogne, dans le Nord-Pas-de-Calais, pas très loin d'ici, à 700 km à peu près. Et donc, nous sommes spécialisés dans la fabrication de produits détergents qui s'inscrivent dans le développement durable. Donc, j'en ai entendu beaucoup parler aujourd'hui du développement durable. Donc, ce que disait tout à l'heure M. Plic, bien sûr, on y adhère en totalité. Pour nous, le développement durable n'est pas de fait, mais est plutôt de la volonté des hommes qui le feront. Et quand on aura décidé vraiment de s'inscrire dans le développement durable, on ira. Donc, ce que vous faites ici, dans la région de Strasbourg, me fait croire qu'on est dans la bonne démarche, et donc que nous aussi, dans notre région du Nord-Pas-de-Calais, on a la même pensée philosophique, et donc on fait des produits qui s'inscrivent totalement dans le développement durable. Alors je vais regarder. Non. Alors la petite télécommande doit normalement me permettre de... Je ne sais pas trop. J'ai beau appuyer. Ah voilà. Alors, à l'origine de notre entreprise, dans les années 80, vous voyez trois phénomènes qui sont liés aux détergents. Le premier phénomène est l'eutrophisation. Et vous, dans la région Alsace, vous en avez été fortement frappé, puisqu'on a parlé il y a quelques années de l'asphyxie du Rhin qui était liée en partie à l'eutrophisation, et notamment au développement des algues, que ce que vous voyez ici, c'est le développement anarchique des algues qui sont dans les cours d'eau et qui sont liés en partie aux détergents, en partie à d'autres phénomènes. Donc quand un cours d'eau est comme ça complètement recouvert de petites algues vertes, on dit qu'il est atrophié, donc il est dans son milieu, il est complètement mort, ça empêche un certain nombre d'actions que la nature normalement a besoin pour continuer d'exister. Le deuxième phénomène lié aux détergents, c'est le développement de mousse, donc ce que vous voyez, des murs de mousse dans les écluses, donc, et le troisième phénomène qui est aussi important, c'est la mort des poissons, et notamment des milieux aquatiques.
Donc les détergents agissent insidieusement quand ils sont dans les milieux aquatiques s'ils ne sont pas complètement biodégradables. Biodégradable veut dire complètement transformé par la nature, et on a vu quelqu'un tout à l'heure qui a un gros procédé de méthanisation et donc qui s'inscrit aussi dans ce genre de phénomène. Alors, en 1980, donc un Belge du côté de Anvers se dit non, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer de faire des détergents qui polluent les cours d'eau, qui polluent notamment le milieu aquatique, et décide de créer des détergents qui sont des détergents écologiques complètement biodégradables. Donc avec finalement les mêmes effets de nettoyage que les formules classiques, conventionnelles, mais sans aucun effet toxicologique, et notamment dans le milieu aquatique. Donc il décide de créer et de chercher des formules qui s'apparentent donc en termes d'efficacité aux formules conventionnelles. Et donc il se dit qu'est-ce qu'on peut faire dans la chimie, notamment dans la chimie verte, pour avoir des détergents qui sont beaucoup plus vertueux. Alors dans les années 80 est née donc de la volonté de ce monsieur, donc qui était en Belgique. Alors moi dans ces années-là, j'étais pas chez Ecover, j'étais chez Unilever et je fabriquais beaucoup plus des détergents conventionnels. Donc je sais que à ce moment-là, nous avions un concurrent qui commençait à fabriquer des produits beaucoup plus vertueux que les nôtres. Donc vous voyez les différentes étapes. Donc 80, naissance d'Ecover, donc encore une fois en Belgique. Dans les années 92, construction de la première usine écologique. Parce que non seulement l'idée était de fabriquer des produits écologiques, des détergents, mais aussi de le faire dans des usines qui étaient aussi très tournées vers l'environnement. Donc, et qu'on pouvait considérer comme des usines écologiques aussi. Donc, première usine écologique à Malle, donc un petit peu au-dessus d'Anvers. Ça voulait simplement dire utilisation de matériaux qui s'inscrivent dans le développement durable. Pour les charpentes en bois, utilisation de bois issus de forêts gérées. Enfin, toute une philosophie qui était liée aussi à la construction de l'entreprise, mais aussi à la pensée de la déconstruction et de la réutilisation de certains matériaux, notamment tout ce qui pouvait être béton cellulaire ou bien briques de récupération, enfin, tout ce genre de matériaux, récupération de l'eau de pluie, et aussi utilisation de l'éclairage de lumière naturelle au détriment de la lumière artificielle, c'est-à-dire création de puits de lumière au-dessus des machines, toute une philosophie qui a été mise en place et donc qui a été utilisée aussi pour la construction de l'usine à Edalabé, celle que j'ai dirigée. Donc nos usines aussi sont certifiées ISO 14001, donc voilà les différentes étapes. Et en 2007, ouverture de l'usine écologique de Boulogne, celle que j'ai ouverte, j'ai été recruté pour construire et puis démarrer cette usine. Donc de 2007 à 2011, début de 3 années de partenariat avec WaterAid, donc l'association qui permet de préserver l'eau, et notamment dans les pays qui en ont besoin, en Afrique notamment. Ecover a été aussi beaucoup récompensé, élu sur les 3 piliers du développement durable, dans le côté social de son management, dans le côté aussi écologique, bien entendu, puisqu'on a obtenu le trophée de l'environnement l'année passée, et aussi dans son côté économique, puisque toute entreprise ne peut prétendre à la durabilité si elle ne gagne pas d'argent, puisque bien sûr, il faut aussi consacrer des budgets à la R&D, mais aussi pouvoir rémunérer le personnel. Donc nos usines, que ce soit celle de Malle ou celle de Edalabé, sont certifiées ISO 14001. Et on a aussi donc un certain nombre liés à la recherche et au développement d'innovation, notamment les éco-surfactants qui ont été créés en 2009. Alors, pour vous donner un petit aperçu de ce qu'est un éco-surfactant, dans chaque détergent, qu'il soit solide ou liquide, il y a ce qu'on appelle un surfactant. Le surfactant, dans l'eau, va donc agir sur les tensions superficielles de l'eau. Donc, pour éliminer tout ce langage un petit peu barbare, un peu de technicien, c'est tout simplement ce qui va permettre à l'eau de pouvoir porter les choses, c'est-à-dire son phénomène de portance, les petits insectes qui vivent à la surface de l'eau ou bien d'autres. C'est ça les surfactants, et donc qui ont un impact direct sur la mortalité aquatique quand ils ne sont pas biodégradés. Donc la mise en production des éco-surfactants, alors les éco-surfactants, ce sont un type de détergents qui sont complètement fabriqués par la nature et produits de façon biologique et non plus produits de façon chimique.
Donc ça, c'est un brevet Ecover qui est issu de la recherche et du développement de notre entreprise. Alors en 2011, utilisation du Green PE. Alors le Green PE, c'est tout simplement un polyéthylène, exactement le même que le polyéthylène pétrochimique, mais celui-là, il est utilisé, donc il est fabriqué à partir de la nature et donc de la canne à sucre. C'est un projet qui a vu le jour en partenariat avec le Brésil. Donc le groupe Ecover est un groupe qui comporte 157 employés. Alors ces chiffres-là qui sont donnés sont les chiffres qui étaient avant donc, le rachat de l'entreprise, comme on vient de le dire, donc Méthode qui est aux États-Unis, et on est implanté dans 36 pays, donc et spécialisé sur la vente et la commercialisation de détergents complètement écologiques. Alors notre vision, la vision de l'entreprise, donc Ecover continue à créer des changements, donc des changements si tant est qu'ils sont possibles dans le domaine, dans notre domaine, et on reste bien quand on est dans notre domaine, on fait part de notre pensée philosophique. Donc, contribue à créer des changements dans les domaines économiques, écologiques et sociaux dans notre société, dans le but d'assurer un devenir pour chacun et donc un avenir pour nos enfants et pour les générations qui vont nous suivre. Si on continue à polluer de façon... Alors, bien sûr, les détergents ne sont qu'une petite goutte d'eau dans un océan de pollution, mais cette petite goutte d'eau, si chacun dans notre coin, on essaye de la transformer et non plus de la subir, eh ben, nous créerons un effet de masse qui aura des changements très importants. À titre seulement indicatif, un flacon en polyéthylène conventionnel génère 90 grammes dans sa fabrication de CO2. Un flacon en polyéthylène vert n'en génère que 30. Donc vous voyez l'impact qu'on a. Si on utilise tous des flacons qui sont de façon, donc produits de façon verte, vous voyez l'impact en CO2 qu'on peut avoir. On a aussi des systèmes de recharge. Donc bien sûr, pour nous, le meilleur recyclage que l'on produit, c'est celui que l'on ne produit pas, justement. Et donc, on a un système de recharge des flacons vides. Je dis bien là pour la grande distribution et pas pour les gens professionnels. Mais on a commencé à penser de se dire, si on retourne en magasin avec notre flacon, qu'on le re-remplit après utilisation, on génère donc un moins de 90 grammes de CO2, comme on vient de le voir. Et vous voyez, on pense qu'un flacon peut être re-rempli une vingtaine de fois. Là encore, il suffit de faire le calcul et vous voyez très bien les impacts négatifs qu'on a sur la production de CO2, ce qui est quand même pas négligeable. Et là encore, ça n'est que par un petit bout de la pollution qui est sur la production des flacons concernant uniquement les détergents. Donc notre credo, la philosophie de l'entreprise, ne pas se contenter de ce que l'on a, mais créer ce que l'on veut, là où on veut aller, se donner un objectif. C'est un petit peu notre pensée. On a aussi cette autre pensée qui est de dire penser c'est bien, mais agir c'est mieux. Actuellement, on entend beaucoup de gens, et je ne veux pas dire par là les politiciens, mais qui font beaucoup de discours et qui n'agissent pas. Nous, on pense à l'inverse, on se dit, si on pense et qu'on va au bout de sa pensée philosophique et qu'on met en pratique, là, c'est beaucoup plus puissant. Donc voilà un petit peu ce qui est le profil de l'entreprise. Alors vous regardez, voilà les différentes... Bon, donc, ici, de ce côté-ci, vous avez l'usine en Belgique, donc mais toutes les deux sont bâties de la même façon, avec la même vision. Vous voyez là un toit complètement végétalisé. Alors, ce n'est pas que pour le fun, hein, un toit végétalisé. Ça apporte une excellente régulation thermique. On a parlé ici beaucoup de développement durable. Donc, encore une fois, l'isolation thermique, ça permet tout simplement, en hiver, d'éviter que les calories s'en aillent, et en été, d'éviter l'effet serre, comme on pourrait avoir sur des tôles beaucoup plus conventionnelles. Donc, on a une très belle toiture. Vous avez là la deuxième photo des charpentes complètement en bois issues de forêts gérées, des bois donc qualité FFC. On a une façade d'usine complètement en cèdre rouge et tout le tour de l'usine qui est un parc certifié ISO 14001. On est ce qu'on appelle en gestion différenciée. Donc encore une fois, très respectueuse cette gestion de l'environnement. Ah, merci. Bon, je me suis trompé, comme quoi, finalement, tout arrive. Je n'ai pas pris la bonne télécommande. Voilà. Alors, sur l'ensemble de nos détergents,
nous faisons ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie complète. Donc je travaille aussi en partenariat avec le Nord-Pas-de-Calais, puisque bon, même si vous, dans la région Alsace, et j'en ai été vraiment très séduit, vous êtes très actif sur le développement durable et aussi sur, on va dire, la préoccupation que les gens d'Alsace ont sur l'environnement. Dans le Pas-de-Calais, il existe aussi donc des plateformes qui sont des plateformes à venir donc, et qui travaillent aussi sur le développement durable et sur les réelles préoccupations de l'environnement. Donc ce qui me fait croire que on est sur la bonne voie, mais ce qui me fait penser aussi, et là des fois ça fait peur, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et Dieu sait si la route sera longue. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup en parlent, comme on venait de le dire, mais peu en sont réellement convaincus. Donc ici, depuis 15 ans, donc, nous réalisons ce qu'on appelle des ACV concernant 3 domaines. Donc on va privilégier les ressources renouvelables, mais aussi la chimie verte et la proximité justement de ces ressources. Donc on va toujours privilégier d'avoir des fournisseurs qui sont proches de l'entreprise. Dans la deuxième partie, utilisation, on va aussi regarder l'efficacité primaire d'un détergent, parce qu'on a toujours tendance à penser qu'un détergent écologique est moins efficace. Alors moi, simplement, ce que je vous dis, testez-les et vous verrez. Comme ça, la meilleure façon de se rendre compte, c'est vraiment de les essayer soi-même. Donc l'efficacité secondaire et aussi et surtout la sécurité du consommateur. Quand on a les mains dans l'eau, peu importe qu'on fait une vaisselle par exemple, une demi-heure par jour, ça c'est pas très impactant. Mais quand ça en est le métier et qu'on a ses mains dans l'eau à utiliser des détergents qui sont des détergents impactants, y compris pour la santé, on a pensé que c'était quand même une des préoccupations qu'on devait avoir en tête. Et donc, nous mettons la sécurité et aussi, on va dire, l'utilisation au cœur de notre métier, de nos développements de produits. Nous regardons aussi de très près les impacts sur la vie aquatique. Nous regardons aussi de très près les indices de biodégradabilité, que ce soit en aérobiose ou en anaérobiose. Donc, nos détergents sont biodégradables à 100%. Sachez simplement qu'à l'heure d'aujourd'hui, puisque beaucoup en font référence à l'écolabel. L'écolabel, qui est déjà une très belle marche dans le respect de la nature, tolère 5% de non-biodégradabilité dans les détergents. Alors simplement, je vous invite à faire un petit calcul, évaluez votre dose de détergent, prenez-en 5% de non-dégradabilité, multipliez ça par le nombre de fois que vous utilisez ces détergents, multipliez ça par le nombre de la population en France, qui est aux alentours de 60 millions, vous verrez ce que ça donne en termes de pollution. Donc, nous ne mettons pas non plus de phosphore dans tout ce qui va être lié à l'eutrophisation des cours d'eau et sans composés organiques volatiles. Et nous développons de plus en plus, nous travaillons sur les emballages et essayons de les optimiser. Donc les 3 piliers de nos produits, efficacité, qualité et surtout les prix équitables. Bon, ce sont les 3 piliers parce qu'on a tendance à toujours penser, ouais, un produit c'est écologique, c'est pas aussi efficace, encore une fois. Bon, la qualité durable, on essaye, donc bien sûr nous ne sommes pas parfaits. Je pense qu'ici, celui qui pourrait prétendre être parfait, qu'il me jette au moins la première pierre. Mais en tous les cas, nous sommes partisans de l'amélioration continue et de sans cesse faire des recherches ou créer ou utiliser de nouvelles molécules. On l'a vu sur les tensioactifs biosurfactants, sur d'autres molécules et beaucoup qui sont encore en cours de développement. Et aussi sur les prix, puisqu'on a tendance aussi à penser que les produits écologiques sont plus chers, ce qui n'est pas tout à fait la vérité. Bien sûr, on est environ, je pense, 10 à 15% plus cher, peut-être même plus proche de 10%, mais encore une fois, on investit pour quelque chose. On investit pour la durabilité, on investit pour le respect de la nature. Alors, 10%, c'est lié simplement on va dire, à nos volumes de vente. Si demain, tout le monde achète des produits écologiques, nous pourrons en faire bénéficier les consommateurs sur les économies d'échelle et bien sûr, ces produits seront à des coûts plus faibles. Mais encore une fois, que représente 10%, simplement la question, que représente 10% sur un détergent, c'est vraiment une toute petite différence. Ah. Ça marche pas. Ah si.
Donc 2010, l'année des écosurfactants, donc je vous ai expliqué ce que sont les écosurfactants. Donc 4 produits révolutionnaires donc, à base de cette molécule. Alors ce produit est complètement fabriqué à partir de la levure qui est sécrétée par les abeilles. Donc on met en contact et on fabrique ça. Donc encore une fois, un procédé complètement biologique. Alors les abeilles, nous on n'en extrait pas le miel bleu. Simplement, au travers des nids d'abeilles, on va simplement profiter d'une sorte de levure que sécrètent les abeilles. Et oui, la nature crée elle-même des produits qui sont extraordinaires. Sachons simplement être observateurs de cette nature et d'utiliser le pouvoir de cette nature. Et voilà ce qu'on peut créer. Donc ce sont des excellents dégraissants. Donc on ne fait pas mieux à l'heure d'aujourd'hui. Et complètement biodégradables et très rapidement. Et ce sont des produits qui sont complètement biologiques et non plus chimiques. Décidément, j'ai des petits soucis avec... Ah ben voilà, j'appuie peut-être pas assez fort. Donc vous le voyez, les emballages à base de canne à sucre, encore une fois, ce sont nos plastiques. Les impacts sont très importants, notamment en termes de CO2. Et à l'heure d'aujourd'hui, on travaille sur des flacons qui sont complètement réutilisables. Ah ben voilà. Donc j'ai créé aussi l'écoversité, dont le but est très simple, c'est j'interviens dans les écoles, j'interviens aussi à la faculté de Boulogne, j'interviens pour celui qui le demande. Cette intervention est complètement gratuite, simplement pour transmettre les connaissances de notre entreprise dans le milieu des détergents et surtout de beaucoup parler de développement durable. J'invite à faire des petits calculs de biodégradabilité. J'invite aussi à faire ce qu'on appelle le volume critique de dilution. C'est un des éléments qui caractérise le plus les détergents. Alors, à titre indicatif, les volumes critiques de dilution sont des données qui sont disponibles sur Internet, notamment sur le site de l'Écolabel. Je vous invite tous à aller les voir et vous allez voir que l'impact d'un détergent, pour le diluer sans qu'il ait d'impact dans le milieu aquatique, se mesure en milliers de litres. Et donc vous allez voir là, ce millier de litres, que si les détergents ne sont pas biodégradables, et on n'est pas les seuls à en fabriquer, hein, il y a d'autres fabricants qui sont aussi vertueux que nous, eh ben, ces détergents ont des impacts aquatiques très très importants. Donc, voilà. On va... J'ai peut-être été un peu long. Je vous laisse... Alors, excusez-moi, j'ai été un peu long. Je vais passer le micro à l'autre. En tout cas, voilà, après avoir éclairé ce qui est l'engagement environnemental d'une entreprise, et qui n'est pas du greenwashing, si vous me passez le jeu de mots facile à cette heure de la journée. Et donc, on a pu voir en quoi ça représente un véritable levier, parce que je rappelle juste que vos concurrents sont des petites entreprises du nom d'Unilever, de Procter & Gamble, et que voilà, vous existez encore et vous continuez à grandir en mettant en œuvre vos principes. Je vais convier Bruno Pastré à nous rejoindre. Et Jean-Louis Desmet, si vous voulez bien lui transmettre votre micro. Bruno Pastré, vous pouvez vous asseoir. Pas de souci. Asseyez-vous là, ce sera plus confortable. Oui. Hop. Et donc après le domaine des détergents, on va parler de biscuits. Et donc avec le groupe Poult, comme je disais tout à l'heure, le numéro 2 français, avec 220 millions d'euros de chiffre d'affaires, un des leaders européens, et qui lui a créé le monde d'après en termes d'organisation dans l'entreprise. Donc je vous laisse la parole, et puis après on passera à vos questions sur ces deux témoins. Bonjour à tous, merci donc de m'avoir accueilli. Donc je suis Bruno Pastré, j'ai 43 ans. Donc, je travaille depuis 24 ans dans la biscuiterie Poult à Montauban. Donc là, on va parler du groupe Poult parce qu'il est né à Montauban et puis il s'est développé un petit peu partout. Donc je vais vous le présenter. Je vais essayer d'être un petit peu plus rapide, si ça veut bien marcher. Voilà. Donc les biscuits Poult, en fait, c'est une affaire de famille. Ça a démarré en 1883 au cœur de Montauban. Donc c'est un pâtissier qui s'appelle Poult qui a créé donc les premiers biscuits Poult. Et puis au fur et à mesure d'une création, d'une activité artisanale, on est passé à des niveaux industriels.
Il y a une usine de 6 000 m² qui avait été créée au cœur de Montauban pour fabriquer de façon industrielle certains biscuits. Et ensuite, dans les années 80, un gros site qui aujourd'hui fait 2,5 hectares a été construit dans une zone industrielle. Et c'est dans cette usine donc, que je travaille. En 1996, on a racheté une petite entreprise dans les Landes qui fabrique du palmier. Donc vous verrez les produits que l'on fait un petit peu plus tard. Donc là, on est passé d'un site à un deuxième site. Et ensuite, en 2005, on a fait l'acquisition en fait, de 2 biscuiteries en Bretagne, c'est Panier et Tanguy. Et c'est à partir de ce moment-là où on a créé le groupe Poult, puisque bon, il y avait 4 sites, il était opportun de créer le groupe Poult. Et donc, à ce moment-là, on a aussi créé un siège social qui s'est mis en place à Toulouse. Pour continuer l'histoire, donc juste de la construction du groupe, donc en 2008, donc on a fait aussi une autre acquisition d'un 5e site sur la France, qui est la biscuiterie Rougier, qui est à Sully-sur-Loire. Et ensuite, en 2010, un petit peu plus récemment, on est allé au-delà de nos frontières françaises et on a racheté 3 sites en Pologne. Voilà. Donc, vous voyez ici sur le slide toute la partie répartition au niveau France. On a aussi un site logistique qui est juste à côté de Montauban. Et donc, l'activité France représente 160 millions de chiffre d'affaires, un effectif de 750 personnes. Donc, sur Montauban, on est 350. Voilà, donc 300 millions de paquets fabriqués sur le périmètre France. Et ensuite, la partie Pologne avec 50-60 millions d'euros et 900 personnes. Alors là, c'est 3 sites où en fait il y a beaucoup de choses qui se font manuellement, donc c'est pour ça qu'il y a autant de personnes. Voilà. Donc les produits qu'on fait, voilà, vous les voyez ici. Donc je ne vais pas vous les lister. Hein, ça parle tout seul, je pense. Vous les connaissez sûrement. Donc nous, on est fabricant de MDD. Donc c'est la marque distributeur, donc vous voyez toutes les enseignes avec lesquelles on travaille. Hein. Donc vous voyez sur la partie gauche plus du hard discount, parce qu'on est beaucoup dans le hard discount. Après vous voyez sur la partie haute la GMS classique, hein, les grandes et moyennes surfaces, avec aussi les commerces de proximité qui se développent aujourd'hui. Et ensuite quelques clients un petit peu à l'international, comme Tesco, Continente. Voilà, alors qui aujourd'hui ne représente pas forcément une grosse partie de notre activité, mais qui est notre voie de développement. Voilà, donc on fait de la marque distributeur donc pour toutes ces enseignes avec les produits que vous voyez là. Et l'ensemble de nos productions, on est le 2e biscuitier, donc derrière effectivement Lu, qui appartient à Kraft d'ailleurs, au passage. Voilà, ensuite... Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de l'innovation, parce qu'en fait, quand on est devenu un groupe, il a fallu un peu se structurer pour devenir un groupe, parce que bon, d'être une petite PME de 350 salariés, enfin, elle n'a pas commencé à 350, elle a commencé à 150, et puis au fur et à mesure, elle a gonflé en fonction des volumes que l'on a rajoutés. On a même été jusqu'à 600 dans ce site-là. Il a fallu en fait entreprendre en fait une démarche pour devenir un groupe. Et donc, on a lancé en 2006 en fait une réflexion sur tous les sites pour la vision partagée que l'on avait d'être un groupe. Et ensuite, il a fallu aussi qu'on bâtisse un socle commun de valeurs. Parce qu'on avait décidé, en fait, d'avoir des valeurs communes sur tous les sites du groupe et de manière ensuite à se développer autour de ces valeurs et autour de cette vision partagée. Et ensuite, on a lancé, parce qu'en fait, on était dans une démarche où on était assez pauvre en nouveaux produits, on a lancé en fait une démarche qu'on appelait Tous Innove. Donc, dans Tous Innove, c'est l'innovation tous. Donc, c'est tous, pas que les spécialistes, mais c'est tous les gens qui sont dans la société, mais qui ont la possibilité d'innover. Et donc là, en fait, alors cette démarche-là, Tous Innove, elle était surtout axée sur le développement de nouveaux produits. Ensuite, en 2007, donc ça concerne un petit peu plus à moi, puisqu'en fait, sur le site de Montauban, on a décidé en fait de réorganiser toute l'usine. Donc ça a été un grand chantier, puisque ça nous a pris 9 mois. On a tout remis à plat et on a restructuré l'intégralité du site. Je vais vous dire toutes les étapes que l'on a fait pour en venir là. Ensuite, vu que le site de Montauban avait eu une démarche donc, de mettre en marche une démarche de réorganisation, les sites bretons ont fait à peu près la même chose.
Voilà. Ensuite, dans la continuité, une fois qu'on a eu sur le site de Montauban à nouveau réorganisé notre site au travers d'une démarche que je vous montrerai tout à l'heure, on a lancé en fait un système d'amélioration continue que nous on appelait SPAC. Voilà. C'est un système participatif d'amélioration continue. À ne pas confondre avec du Lean, c'est totalement autre chose. Donc c'est fait complètement différemment. Et donc, donc ça a été l'étape supplémentaire après la réorganisation de notre usine, de se lancer donc dans de l'amélioration continue. Et ensuite, à ce moment-là aussi, donc là c'est plus sur la dimension groupe, en fait on a dégagé 4 projets stratégiques qui sont, donc ça je vous les ai énumérés, donc les pratiques managériales, donc avoir une réflexion un peu sur nos pratiques de management, voilà, qu'il fallait adapter, réformer, faire différemment. Ensuite, un projet organisation, mais celui-là, organisation groupe, c'est-à-dire comme on avait des sites qui avaient déjà bougé pour se réorganiser, pour réfléchir, il fallait aussi que tout le groupe, par rapport à ces modèles-là, ces modèles de sites, puisse aussi se structurer de manière à pouvoir être cohérent dans l'ensemble du groupe. Et ensuite, on a créé une Poult Academy, voilà. Donc alors c'est une structure au sein du groupe qui est là pour en fait apporter de la connaissance en fait à tous les salariés. Donc il y a des ateliers qui sont créés dans des sites, il y a des forums qui sont aussi créés. Bon, on n'intervient pas encore dans des écoles ou des choses comme ça, mais ça va pas tarder parce qu'on a quand même la volonté aussi de se faire connaître à l'extérieur. Et donc de communiquer un petit peu nos aventures, puis de partager les aventures avec les autres et surtout de les démultiplier au niveau du groupe et dans toutes nos usines et au niveau de tous les salariés. Donc bien évidemment, en ayant fait tout ça, depuis 2006, on s'est fait un petit peu remarquer. Et donc on a eu quelques prix, surtout autour du management, management de l'innovation. On a eu, alors plus localement à Montauban, un prix du développement durable, mais c'est autour du management des hommes. Voilà, donc c'est aussi un développement durable. Voilà, donc on s'est fait un peu remarquer et on est aujourd'hui en lice pour un trophée qui s'appelle Novacteur, où effectivement on est peut-être bien placé pour remporter. Donc on aime bien ça parce que ça mobilise aussi nos troupes et ça leur fait du bien. D'ailleurs, la remise des trophées, quand elle a lieu, c'est des salariés, c'est des gens de ligne qui vont récupérer ces trophées-là parce qu'en fait, c'est grâce à eux quand même qu'on s'est transformé. Et donc, c'est eux qui récupèrent les récompenses et les lauriers. Voilà, et dernièrement, en 2011, donc l'année dernière, mais en fait, donc dans le groupe, il y avait ce qu'on appelle un comité de direction. Un comité de direction, en fait, il était constitué des directeurs d'usine et de tous les directeurs en fait, de services centraux qui étaient mutualisés, c'est-à-dire tous les gens qui étaient dans le siège social, donc les achats, le marketing, le commerce, contrôle de gestion, la partie commerciale. Donc tout ça, en fait, les directeurs, ce comité de direction-là, qui prenait les décisions, donc il a été dissous. Et à ce moment-là, on a aussi enlevé le titre de directeur. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus de directeur. Nous avons des animateurs. Voilà, ce qui est un petit peu différent. Alors après, si vous me posez la question, je vous dirai ce que ça représente, parce que moi, je suis aussi animateur. Mais je n'ai jamais été directeur avant. Donc, voilà. Donc, le comité de direction a été supprimé. Donc, les titres de directeur ont été supprimés aussi. Les gens qui avaient un poste de direction ont changé de métier. Donc, soit ils ont fait de l'animation, soit ils sont carrément allés faire autre chose, en sortant carrément de la direction commerciale pour aller faire, par exemple, du management de l'innovation. Voilà. Donc, pas mal de transformations. Et donc, à cette époque-là aussi, une fois que le comité de direction a été dissous, s'est constituée une équipe transversale et multidisciplinaire et multisite qui a eu comme en fait mission de développer notre projet d'entreprise. Donc ça, le projet d'entreprise, je vais vous le montrer. Donc voilà, notre projet, vous pouvez le lire, voilà. Donc c'est construire ensemble une entreprise citoyenne où la liberté et la confiance en ces hommes assurent performance et pérennité. Bon, tout ça, c'est des jolis mots, bien évidemment. Chaque fois qu'on les lit, on se dit, c'est du blabla et tout. Bon. Sauf que chez nous, on l'a concrétisé par du réel. Et donc, voilà. Donc les défis que l'on a, c'est en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, faire de l'innovation, en fait, mais que tout le monde puisse être acteur de l'innovation. C'est-à-dire que chez nous, il y a un salarié, il est sur une ligne de production,
il a envie de développer un biscuit, ben, on le libère, on lui donne des ressources, et puis si son projet peut aboutir, aujourd'hui on a même créé en fait des coachs innovation, donc ces gens qui ont de la compétence par rapport à l'innovation et qui aident des salariés de ligne X ou Y, ou même de gens des bureaux. S'ils ont une idée, ben, ils les accompagnent et leur donnent de la méthode de manière à les amener à leur projet. Alors ça aboutit pas. À la rigueur, c'est pas grave. En attendant, les compétences, on les acquiert. Et puis après, ben, on devient plus agile. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Ensuite, c'est dommage parce qu'il y avait un truc intéressant à vous montrer. Allez, créer en fait une entreprise où en fait tout le monde donne le meilleur de soi-même. Ça, c'est pas évident, mais on peut y arriver. Et on y est arrivé. Alors ça prend du temps, ça demande des explications, ça demande effectivement d'abolir certaines strates de hiérarchie qui aujourd'hui fait que les gens ne donnent pas leur meilleur de soi-même parce qu'en fait, quand on leur dit bon, tu fais ça, ils font ça, ils font pas de choses. Bon voilà. Donc il faut créer ces conditions-là, et ces conditions, elles existent, elles peuvent être mises en œuvre. Et ensuite, le fait d'être un système vivant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, sur Montauban, on a fait une réorganisation, c'est-à-dire on est parti d'un schéma pyramidal avec un autre schéma que je peux vous montrer après. Mais ce système-là n'a pas vocation à rester comme ça. Donc l'idée, c'est encore de changer, de l'adapter à ce qu'on va devenir demain. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir un concept vivant qui s'adapte au fur et à mesure de nos transformations. Et donc pour faire tout ça, bien évidemment, en fait, il faut des convictions, et des grosses convictions. Alors, je ne vais pas toutes vous les lister parce que ça sera trop long. Moi, j'en retiens deux qui sont essentielles. C'est donc l'homme au cœur du système. Alors, ça, c'est toujours de bien grands mots, mais aujourd'hui, en fait, on a la conviction que dans chaque individu, quel qu'il soit, il y a une part d'honnêteté, de bonté et d'envie de faire bien et de se développer. Alors après, effectivement, il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie, qui rament ou qui sont à contresens. Mais nous, on est persuadés que dans tout un chacun, il y a cette ressource-là, et à nous de l'exploiter et de faire en sorte que ces personnes-là puissent l'exprimer. Et c'est pour ça qu'on dit chez nous, en fait, chacun compte et doit s'en rendre compte, en fait. Voilà. Bon, après, je vous laisse peut-être lire les autres, ou si ça vous suscite des interrogations, j'y répondrai. Alors voilà, juste le projet de Montauban, donc, qu'on a lancé en 2007, ça a duré 9 mois. Donc, ce projet-là, en fait, pour le démarrer, il a fallu que le directeur de l'usine fasse une constatation qui était la suivante. Sur les années 2005-2006, on avait nos performances qui étaient stables, voire en dégression. Et on avait surtout, en fait, en termes de fonctionnement, une inertie énorme. C'est-à-dire quand les clients nous demandaient quelque chose, ils avaient la réponse 6 mois après. Donc, si vous voulez, les concurrents, ils avaient déjà fait leur boulot, et tant mieux. Voilà, donc on s'est dit, bon, là, c'est plus possible. Donc, le directeur de l'usine a dit, bon, on va demander à l'usine comment elle veut s'organiser. Et je dis bien, on va demander à l'usine, parce qu'on a fait quand même ça. Donc, demander à l'usine comment il voudrait qu'on soit organisé pour le futur. Et donc, on a créé, en fait, un comité de pilotage avec 20 personnes. Et ces 20 personnes-là représentaient toute la population de l'usine. Et chez nous, dans les usines, il y a 80% des gens, ils sont sur ligne. Donc, c'est les gens qui font les biscuits, ce n'est pas dans les bureaux. 80%. Et dans ce comité de pilotage, il y avait 80% de personnes de ligne. Voilà. Et ce comité de pilotage, on s'est fait aider de l'extérieur avec des consultants qui nous ont accompagnés sur des démarches participatives. Et bien, on a fait un processus et on a sollicité l'ensemble du personnel. Un jour, on a arrêté l'usine, on a pris les 350 salariés, on est allé dans une grande salle, on a fait un World Café. Bon, si vous voulez des trucs par rapport au World Café, je vous les expliquerai, mais c'est un peu long. Et donc, on a fait, de cette journée, on est ressorti en fait des pistes d'amélioration, surtout sur l'autonomie des équipes. Et donc, toutes ces pistes-là, en fait, le comité de pilotage a rassemblé tout ce qu'il a pu entendre lors de cette journée-là, avec une technique, bien évidemment, ça c'est les consultants qui nous l'ont donné. Et ensuite, derrière, on a dessiné en fait des schémas de fonctionnement. Et ce comité de pilotage, il en a choisi 3. Et sur les 3, en fait, il y en a un qui est ressorti comme une évidence. Et ensuite, en novembre, on a basculé d'un système à un autre en une journée. Bon, on a mis 6 mois pour s'en remettre. Mais on y est arrivé. Voilà. Et on est fiers d'y arriver. Voilà. Donc, alors on avait quand même, pour démarrer ce projet d'organisation, des objectifs. Donc, vous les voyez là, être bien évidemment l'usine la plus performante. Ça, je ne sais pas si on y est arrivé, parce qu'il faut quand même se comparer. Mais bon, je pense qu'on n'est pas loin. Bon, développer l'autonomie et puis renforcer les liens et surtout décloisonner. Donc ça, c'est super important.
Alors la démarche, comme je vous l'ai dit, nous, on a décidé de faire de tous nos projets une démarche participative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui décide, il faut décider à plusieurs. Alors c'est super compliqué, hein. Je ne vous cache pas, on a même des écueils, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, on a même décidé qu'on apprendrait en marchant, qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain, mais ça, c'est pas grave. On a même le droit de se tromper. On l'a écrit, même chez nous, en nous disant on préfère des gens qui font des choses, même s'ils font des âneries. C'est pas grave, parce que derrière, ils les corrigeront. Et généralement, les gens ne font pas deux fois la même erreur, surtout quand ça vient d'eux. Donc, une démarche participative et une démarche responsabilisante. Donc, c'est là qu'effectivement, les niveaux hiérarchiques se sont en fait effacés. De même, parce qu'en fait, les gens qui étaient sur ligne et les gens qui font, ils avaient toutes les connaissances pour prendre les bonnes décisions. Et donc là, aujourd'hui, on fonctionne comme ça. Alors l'usine, bien évidemment, pour pouvoir tourner, parce que sur Montauban, on a 8 lignes de production, donc ça fait beaucoup. On a découpé ça en 4 parties, et on a fait 4 mini-usines, et il y a 4 mini-animateurs d'unités, dont je fais partie. Donc voilà. Et ensuite, des démarches innovantes, parce qu'on n'avait pas envie de faire comme tous les autres. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on a fait un World Café à 350, qu'aujourd'hui, en fait, on a fait de l'amélioration continue, pas avec du lean, mais avec une démarche complètement autre, avec de l'expérimentation. Voilà, donc on a une envie de faire des choses différemment, quitte à se tromper. Ça nous arrive, mais c'est pas grave. En se trompant, on apprend, et on est parti avec ce principe-là. Et ma foi, on le vit bien. Voilà. Merci. Merci. Restez là tous les deux, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à nos deux intervenants? Bon. Alors moi, je vais lancer la première, parce que c'est toujours la plus difficile, traditionnellement. À l'un et à l'autre, vous avez fait des choses en interne, donc sur l'aspect produit, sur l'aspect organisation, produit d'un côté, organisation de l'autre. Ces changements qui sont quand même assez forts, qu'est-ce que ça dit dans votre environnement immédiat? Alors, quand on parle d'organisation, moi j'ai envie de parler en haut, côté actionnaire, côté décisionnaire, puisqu'on avait un atelier qui s'appelait Repenser le pouvoir. Qu'est-ce que ça dit? Quand on a des clients qui ont l'habitude de traiter avec des poids lourds du secteur, qu'est-ce qui a changé chez vos clients? Qu'est-ce que vous avez fait changer? Voilà, première question, à l'un à l'autre. Alors, si je dois me permettre, nous, on a du bol, parce que l'actionnaire ne le voit pas. Non, sans rire, on ne le voit pas. Il doit bien exister, j'imagine, parce que c'est LBO France, donc c'est pas quand même n'importe qui, mais on ne le voit pas. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de tiraillements. Alors, on a peut-être l'avantage d'avoir un siège social qui, aujourd'hui, fait l'interface. Donc, sur les gens sur Toulouse, en fait, on fait du reporting. Mais bon, voilà, le reporting, en fait, c'est même pas nous qui le faisons. Donc, les chiffres, ils sont récupérés. Et puis, ils partent chez l'actionnaire. Et vraisemblablement, ça a l'air de lui plaire. Parce que, donc, aujourd'hui, on n'a pas de liaison avec l'actionnaire. Donc, on est quand même assez indépendant. Et notre démarche, justement, un petit peu décalée. Parce que, on a reçu énormément d'industriels chez nous. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même des collectivités pour leur montrer vers où on voulait aller et notre parcours. Ils nous ont laissé faire, quoi. Donc l'actionnaire n'a pas mis d'embûche en nous disant attendez, là vous allez faire n'importe quoi, stop, on arrête, on revient à la sienne, on fout 50 cadres et en avant un feu, ça bombarde. On a du bol, ils nous laissent faire. Donc j'imagine qu'effectivement, d'avoir des résultats qui doivent les satisfaire. Ils devaient nous vendre il y a 2 ans, ils nous gardent. Donc voilà pour la partie actionnaire, ce que je peux dire. Alors on a peut-être de la chance. Écoutez, bravo. Si on ne vous a pas tué, tant mieux. Bravo pour votre démarche. Alors, nous, côté produit, c'est un peu plus compliqué. Les produits vertueux comme nous représentons 5% de part de marché. Les produits conventionnels représentent 95% de part de marché. Moi qui ai travaillé chez Unilever avec les grands shows à l'américaine, je peux vous dire que des fois, même si Unilever perdait une part de marché à 1% ou 2%, ils se battent pour tout. Nous, on n'a pas l'intention de se battre contre nos amis, les mêmes fabricants de produits détergents que nous. On les considère beaucoup plus comme des partenaires, mais par contre, notre cible
à l'heure d'aujourd'hui, c'est les grands fabricants. Les fabricants qui, tout à l'heure on a parlé de greenwashing, donc qui fabriquent ou qui prétendent faire des produits vertueux, qui le sont moins. Ou en tous les cas des grands fabricants comme Unilever, avec qui j'ai vécu et travaillé 23 ans, et pour lequel j'en suis fier, mais qui aujourd'hui, avec le recul et avec ma pensée philosophique de maintenant, me font penser qu'ils ne sont pas, eux, sur le bon chemin. Alors vous vous rendez bien compte qu'on a connu des grandes bagarres entre Procter et Unilever, et à l'époque j'y étais, où on se battait pour 1% de part de marché. La difficulté, c'est actuellement pour les produits vertueux, c'est de continuer à vivre et de continuer à se développer. On ne continuera à se développer que si les gens, ceux qui nous achètent, sont convaincus de faire un acte et sont convaincus, encore une fois, d'acheter un vrai produit vertueux. Ce qui est notre cas, on n'est pas les seuls. Donc c'est un marché qui est difficile parce qu'on est aussi, à l'heure d'aujourd'hui, vous savez, Unilever et Procter nous regardent du coin de l'œil en disant « bon, ceux-là, ils ne sont pas encore vraiment importants, donc on ne va pas s'occuper d'eux ». Mais quand ils auront décidé de s'occuper, de faire des détergents comme les nôtres, il faudra qu'on se batte. Alors, ce n'est pas facile, parce que même si, à l'heure d'aujourd'hui, nous, on est convaincus d'une démarche, on essaye, et la création de l'écoversité, en tous les cas, mon intervention dans les différentes écoles, les visites d'usines, et je vous invite, si vous voulez vraiment vous rendre compte qu'on n'est pas dans le greenwashing, à venir visiter mon usine qui est à Boulogne-sur-Mer. On a un site web sur Internet qui s'appelle l'Écoversité, sur lequel vous pouvez vous inscrire à une visite, et je vous y invite tous et toutes. Comme ça, vous pourrez, bien plus que les grands discours, ici, je peux vous raconter tout et n'importe quoi, mais si vous le voyez de vos yeux, là, vous pouvez vous dire après, sortir de l'usine en se disant, finalement, ils sont sur le bon chemin. Et encore une fois, si vous passez dans le coin, donc du côté de Boulogne, qui est une région aussi sympathique que la vôtre, qui est une région côtière, je vous invite à venir chez nous. Donc, mais ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile parce que, on va prendre aussi un autre exemple. Ici, il y a des gens, des entreprises de propreté. À l'heure d'aujourd'hui, on a entendu l'ex-ministre de l'Environnement qui disait à l'horizon 2015, 60% des produits qui seront utilisés dans les collectivités seront des produits vertueux, ou en tous les cas au minimum écolabellisés. Entre la pensée philosophique admise, où on sait qu'on doit aller vers la vertu, où on sait qu'on doit de plus en plus préserver l'environnement, en tous les cas, préserver l'environnement, pas pour nous, mais pour nos enfants ou pour ceux qui vont vivre sur la planète. Entre cette pensée philosophique qui est de dire oui, on va, voilà, et que cette pensée arrive jusqu'aux ordinateurs des acheteurs, ça c'est une autre façon de voir les choses, parce que actuellement, on s'aperçoit que sur les marchés publics, c'est beaucoup plus le côté économique au détriment du côté écologique. Donc ça, c'est un peu la difficulté. C'est pour ça qu'on doit aller convaincre. Alors, il y a un proverbe qui dit 100 fois sur le métier, remets ton ouvrage. Eh ben, on est des convaincus et on y va. Y a-t-il encore des questions? Ah, voilà. Alors, je vais passer le micro. Oui, pardon. Oui, Renaud Sadarnac. Moi, j'ai une question à l'entreprise Poult. Quelle a été la position des partenaires sociaux qui avaient un mode de fonctionnement établi dans ce grand bouleversement managérial de votre entreprise? Vous n'allez pas me croire, en fait. Ça s'est super bien passé, en fait. Tout ça parce que ça a été participatif, et participatif surtout avec eux. Donc on les a pas épargnés, enfin on les a pas épargnés, on les a pas écartés. Bien au contraire, ils étaient conviés. Bon, je pense qu'eux ont eu une grosse difficulté parce qu'en fait, si vous voulez, aujourd'hui, ce qui peut avec le recul, le fait que en fait les niveaux hiérarchiques ne soient plus là, en fait, il y a des proximités avec la direction qu'il n'y avait pas avant. Donc cette proximité là aujourd'hui, elle les embête un peu les partenaires sociaux parce qu'avant ils étaient l'interface entre les salariés et la direction. Donc n'ayant plus cette interface là à combler, ils se sont trouvés eux aussi un autre métier. Alors c'est fabuleux parce que on a aussi permis aux partenaires sociaux de se développer et puis de faire leur job différemment. Mais ça s'est très bien passé. On n'a pas eu de... Bien évidemment, ils étaient là en garant du dispositif pour les salariés, ceux qui ont fait leur job. Mais ils nous ont bien dit à un moment donné, de toute façon, ça c'est la direction qui a déjà décidé. Mais enfin, jamais de deux têtes, on aurait pensé à faire ce qu'on a fait sur le site de Montauban. C'était pas possible.
Voilà, donc les partenaires sociaux, ben, ils ont été vigilants. Et aujourd'hui, le dialogue social chez Poult, moi je vous invite à venir aussi, à venir le voir. Alors, bon, on fait des journées portes ouvertes tous les 2 ans. Bon, on ne peut pas inviter tout le monde, mais voilà, on a un dialogue social apaisé, constructif. Voilà, ça fait 3 ans, les négociations de salaire elles se font au mois d'avril, et bon voilà, quoi, ça débute début avril, fin avril, c'est clos. Et même avec les périodes qu'on passe aujourd'hui, qui ne sont pas hyper optimales, parce que bon, le prix des matières premières il est comme ça, les prix sont comme ça, on est compressé parce que la grande distribution aussi a des difficultés, mais on y arrive quand même. Hein. Il y a des avancées sociales qui sont négociées dans un bon climat. Voilà, donc, mais ils se sont aussi, au travers de ça, transformés parce que voilà, cette proximité faisait qu'en fait, ils étaient plus d'interface. Il y avait une autre question. Alors. Non, rapidement, juste par rapport à EcoVert, mais est-ce que vous pensez que Procter & Gamble ou Unilever peuvent avoir des produits qui soient, j'allais dire aussi, dans le développement durable, intégralement recyclables, comme vous l'avez montré, ou ça restera toujours du greenwashing? Il y en a déjà plein sur le marché, des produits qui ne cessent d'annoncer qui sont recyclables, de la maison verte à je ne sais pas quoi, je ne vais pas en citer. Donc, où se trouve la démarcation entre vous et eux, et dans comment vous pouvez justement communiquer? C'est-à-dire, ce n'est pas dans leurs valeurs. Eux, ils sont prêts à vendre tout et n'importe quoi. Donc, du non dégradable jusqu'à un peu dégradable. Donc, où peut se situer la démarcation? Vous dites 36 pays, ça veut dire, juste pour savoir dans quel continent vous êtes présent ou non, et si c'est à ce moment-là, vous avez donc juste des distributeurs dans les autres pays. Question au groupe Poult, simplement, vous avez déjà pensé à faire des biscuits bio par rapport à vos produits? Oui. Monsieur Desmet. Oui, alors effectivement, c'est difficile de faire la part des choses entre, à l'heure d'aujourd'hui, je parle bien, entre des détergents qui sont des détergents complètement vertueux ou d'autres qui le sont moins, et de faire la part des choses aussi entre les fabricants qui surfent sur le greenwashing et d'autres qui ne le sont pas. À l'heure d'aujourd'hui, tout à l'heure on a parlé de la région Alsace qui fait beaucoup de choses. La région Nord-Pas-de-Calais ne reste pas tout à fait en arrière, même si je considère que vous êtes quand même un peu en avant. La région Nord-Pas-de-Calais, donc avec la plateforme Avenir, travaille actuellement sur ce qu'on appelle l'ACV. Donc l'ACV qui est l'analyse du cycle de vie suivant certains critères. Et donc des cotations aussi des matières premières qui entrent dans la composition détergent suivant 2 critères qui sont des critères principaux. Le premier qui est le critère d'écotoxicologie et le deuxième qui est le facteur de dégradabilité. Donc tous les ingrédients à l'heure d'aujourd'hui vont être entrés dans une grosse base de données qui va s'appeler, je pense, U-Stock, c'est quelque chose comme ça, et qui va permettre donc de pouvoir coter un détergent. Mais ce qui va en découler juste derrière, c'est ce qu'on appelle l'affichage environnemental. Vous allez avoir probablement, donc c'est encore un projet et je pense qu'il va avoir le jour probablement l'année prochaine ou l'année qui suit. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle l'affichage environnemental qui va coter un produit pour son côté vertueux, c'est-à-dire sous la même forme que certains appareils électroménagers sont cotés suivant A, B, C, D ou E, suivant leur côté vertueux. Et là, théoriquement, on ne pourra plus tricher. Donc des gens qui prétendent avoir des produits complètement biodégradables, il existe aussi des tests qui sont normalisés et donc qui existent encore une fois et qui permettent de faire la part des choses. Mais à l'heure d'aujourd'hui, très peu de gens font référence à ces tests. Beaucoup plus font confiance à l'écolabel. Donc il suffit d'avoir un produit qui est écolabellisé. On pense qu'il est complètement vertueux. Il n'est pas il est en tous les cas, il est dans un cadre normatif qui est édité donc par l'Europe. Pas forcément avec des produits qui sont complètement biodégradables. Donc simplement pour avoir des produits, et encore une fois, monsieur, je vous invite à venir nous visiter. Pour avoir des produits qui sont biodégradables, il faut respecter la nature. Si on prend le temps de la respecter, elle vous respectera aussi en dégradant vos produits. Nous utilisons des molécules qui sont faites à partir de la chimie verte. On utilise, par exemple, pour faire les tensioactifs, une réaction sur de la sulfatation sur des huiles végétales et non pas des huiles pétrochimiques. Tout simplement parce que les huiles végétales, la nature va les dégrader bien plus rapidement en les reconnaissant.
Nous utilisons aussi, alors bien sûr, elles sont parfois décriées, des huiles essentielles pour donner des certaines vertus, en tous les cas émollientes, à certaines de nos formules. Donc voilà un petit peu. Alors maintenant, je n'ai pas la prétention de dire qu'on est meilleur qu'un autre. Moi, je vous dis, on fait des tests sur les formules, on les rend complètement biodégradables. Là, je peux vous dire et je peux prétendre être bon et surfer sur le greenwashing, c'est très possible. Oui, mais venez encore une fois vous rendre compte et je vous y invite. Donc voilà. Alors la deuxième question concernait Les pays sur lesquels vous êtes présent. Est-ce que vous êtes présent directement ou par des distributeurs? Alors on est présent, alors on a 2 usines de fabrication. Alors, on a une usine qui se trouve à Maleux, en Belgique, et on a une usine qui se trouve à Édalabé, près de Boulogne. C'est là où je vous y attends, sans aucun problème, et ce sera un vrai plaisir de partager ma passion pour les détergents. Je vous y invite vraiment. Et de la même façon que pour tout le monde qui se trouve ici. Donc voilà. Alors maintenant, oui, nous sommes présents dans 36 pays à partir des centres de distribution. C'est pour ça que ici en Alsace, on a aussi un vrai partenaire avec qui nous travaillons et avec qui nous aimons bien travailler. Nous choisissons aussi nos partenaires, y compris dans les pays étrangers, mais nous avons aussi des centrales de vente dans ces pays étrangers, c'est-à-dire des gens qui sont affectés à Ecover et qui sont donc des pourvoyeurs sur les distributeurs. Donc on est présent dans les pays, bien sûr, dans les pays de l'Europe, mais aussi aux États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça qu'en rachetant le groupe Méthode, on va pouvoir avoir aussi là un centre de fabrication sur place. Donc ce centre va fabriquer les produits Ecover pour les États-Unis et va donc les distribuer. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Ok, il y avait encore une question. Je vous passe le micro. Oui. Est-ce que la grande distribution vous traite à égalité? C'est pour Monsieur Découvert. Est-ce que la grande distribution vous traite à égalité de vos concurrents Procter et autres sur les différents plans? Très bonne question. Alors la grande distribution, à mon sens, encore une fois, ne déformez pas ce que j'ai envie de dire, mais bien que des grands distributeurs prétendent favoriser les produits verts, on s'aperçoit que dans la réalité, ce n'est pas toujours la vérité. On n'est pas considéré à la... Bon, pour vous donner un exemple, chez Unilever, je fabriquais 240 000 tonnes par an de produits détergents. Chez Ecover, à l'usine d'Édalabé, on en fabrique moins de 20 000 tonnes, donc 10 fois moins. Il est clair qu'on n'a pas la même puissance chez les grands distributeurs. Donc les grands distributeurs vont travailler soit en MDD et vont imprimer à MDD, vont leur demander de tirer toujours leurs prix les plus bas. Et je salue mon collègue qui est ici parce que c'est très difficile de travailler avec la grande distribution. Et bien que certains distributeurs prétendent favoriser le développement des produits verts, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours vrai dans le sens où ils quand même, alors je ne vais pas citer de nom, mais ils nous prennent à la gorge en essayant de nous imposer des prix tirés vers le bas qu'on ne retrouve pas toujours dans le bonheur, dans tous les cas dans le porte-monnaie du consommateur lambda. Alors, je passe la parole à Monsieur Pastré pour la question sur les biscuits bio. Et je l'élargis peut-être sur les approvisionnements locaux. Qu'est-ce que vous faites avec vos fournisseurs? Alors, on a une gamme bio. Alors, elle est toute petite encore aujourd'hui, mais bon, c'est une phase de développement pour nous. Mais bon, effectivement, nos partenaires, c'est la marque distributeur, donc c'est les grandes enseignes. Donc, on y va à leur rythme et surtout avec leur stratégie, parce qu'en fait, suivant les enseignes, la partie bio, il y a des gens qui veulent la mettre en premium, c'est-à-dire en haut de gamme, et puis d'autres qui voudraient en fait faire du bio au moindre prix, avec des coûts bas. Bon, donc là, si vous voulez, on attend que ça se stabilise un peu chez eux avant de développer des produits, mais on a déjà dans nos tiroirs toute une gamme bio sur nos produits. Et quant au partenariat, effectivement, avec des fournisseurs locaux, par exemple, pour la farine, on est un énorme consommateur de farine, puisqu'aujourd'hui, on utilise entre 25 et 50 tonnes de farine jour. Donc ce qui fait deux semi-remorques enfin, au plus haut de l'activité par jour qui viennent dépoter chez nous. Donc effectivement, on a un partenariat avec la Toulousaine. Donc c'est à côté, Toulouse.
donc, bien évidemment. Et donc, ces gens-là, en fait, ont eu une démarche pour favoriser en fait, leur filière et en fait, de s'associer avec nous pour effectivement d'intégrer leur métier à notre activité. Donc, ils ont fait de leur côté en fait, un partenariat avec des agriculteurs locaux, où effectivement, ils ont donné des cahiers des charges un petit peu plus pointus et qui soient directement liés à notre activité, parce que bon, les farines qu'on exploite, nous, pour faire du biscuit, ce n'est pas celle que vous trouvez forcément dans les rayons en paquet d'1 kilo. Voilà, donc en fait, effectivement, on a eu un partenariat avec ces gens-là. Alors, c'est surprenant parce qu'en fait, c'est des gens qu'on avait exclus de notre périmètre de fournisseurs quand on était dans l'ancienne structure. Hein. C'est-à-dire où en fait, il y avait une direction des achats qui faisait des achats à moindre coût. Sauf que dans nos usines, les farines, en fait, elles ne donnaient pas de bons résultats. Donc, on dégradait nos performances. Donc, tout ça, on l'a balayé. Et ces gens-là sont revenus chez nous avec une démarche donc, participative. Donc, ça nous a bien plu. Donc, les agriculteurs sont venus visiter nos usines et on leur a expliqué pourquoi, en fait, notre farine, il fallait qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça. Donc, eux, derrière, ils ont sûrement dû en faire quelque chose. Et le meunier, la Toulousaine, qui a fait des assemblages de ces blés-là pour nous amener en fait quelque chose de qualitatif et même avec des différenciations parfois par type de produit, parce que dans l'usine particulièrement à Montauban, on a des types de produits qui utilisent des farines différentes. Voilà. Et donc ces gens-là, aujourd'hui, on les a comme partenaires et à mon avis, c'est un partenariat qui va durer dans le temps parce que ça va nous assurer en fait une fourniture de qualité qui va nous inhiber en fait tous les problèmes de productivité qu'on pourrait rencontrer avec des matières premières qui ne soient pas de bonne qualité. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Oui. Merci Christine. Frédéric Fritsch, président d'IDEASAS, directeur de la librairie LDE. J'ai juste une petite question. Alors ce que vous disiez, chez nous, on a le droit de se tromper. Il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce mécanisme, c'est un credo qu'affichent un certain nombre d'entreprises, mais il y a un point qui ne me semble pas simple, c'est que vous avez introduit un certain nombre de changements dans votre entreprise, dans le management, dans les relations entre les hommes. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu vous avez changé par rapport à une situation précédente sur ce point-là, en essayant de libérer d'une certaine manière les gens pour qu'ils fassent des choses qu'ils n'auraient peut-être pas osé de faire avant, parce que là, maintenant, ils savaient qu'ils pouvaient prendre un peu plus de risques et qu'on ne leur taperait pas dessus. Est-ce que, si jamais ça a été le cas, est-ce que vous pouvez décrire ça, s'il vous plaît ? Donc effectivement, comme vous l'avez dit, en fait, pour favoriser ce style de démarche, en fait, il faut donner des espaces de liberté. Donc effectivement, on a donné des espaces de liberté. Il y a des gens qui ont voulu prendre des initiatives. Bon, bien évidemment, quand une personne vient nous dire voilà, moi j'ai sur une ligne de production qui fait partie de mon unité, il y a une personne qui est venue me voir et me dit voilà, donc on dépose en fait de la matière grasse dans des moules pour pouvoir démouler un produit. Il a dit moi j'aimerais bien transformer cette machine parce que d'abord moi elle m'embête parce qu'elle ne marche pas bien et j'ai une idée. Bon, donc il est venu me voir, il m'a dit est-ce que je peux effectivement, on a 24 dispositifs là et il m'a dit écoute, moi je veux bien essayer, j'en fais un. Mais je lui ai dit écoute, tu en fais un. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'après, je lui ai dit de se rapprocher avec d'autres personnes de la maintenance et de se faire accompagner sur cette démarche-là. Mais il l'a fait tout seul. Mais il avait, si jamais il venait à être un peu en difficulté, des supports de part et d'autre pour pouvoir éventuellement redresser la situation. Et voilà. Et donc il en a fait un, il en a fait deux, il en a fait trois. On a remplacé les 24 et on a gagné 40% en fait d'agents de démoulage grâce à cette transformation. Voilà. Et je pense qu'auparavant, on avait fait des transformations sur cette machine-là avec la structure maintenance et ensuite même des gens de l'extérieur qui étaient venus faire une grosse maintenance sur cette machine-là et ils n'étaient pas arrivés à ces résultats. Donc voilà. Donc de cette expérience-là, on a rebondi. Puis il y a d'autres personnes qui ont dit voilà, moi je veux essayer de faire ça. Et on a plein de petits exemples dans notre usine. Alors le dernier en date, ça date de la semaine dernière. En fait, aujourd'hui, on a des machines qui font des brisures de biscuits, ça tombe au sol, et c'est un petit peu compliqué pour nettoyer. Et en fait, il y a une personne qui a eu l'idée, en fait, parce qu'on fabrique en fait des plats en aluminium qu'on fait fabriquer chez un chaudronnier. Et ces plats en aluminium récupèrent les brisures. Et ces plats en aluminium, quand il faut les vider, il faut les laver. Ils sont fragiles, ils se cassent, il faut les remplacer, ça coûte de l'argent. Et bien dernièrement, en fait, il y a quelqu'un qui en a fabriqué un en carton.
Donc il a pris des intercalaires de carton qui permettent de mettre entre plusieurs couches de carton pour éviter que la palette... Voilà, il a pris ça et il a fabriqué un petit bac, un petit réceptacle en carton. Voilà. Et au lieu de le réparer, ben là on le jette, on en met un autre à la place. Et voilà, c'est du moindre coût, ça coûte rien. Et voilà, il est fier en fait de son opération. Et bien, du coup, ben, toute la ligne, ils vont mettre des petits bacs en carton plutôt que d'avoir des bacs en alu qui pèsent, qu'il faut nettoyer, laver et qui coûtent de l'argent parce que quand on les casse, il faut les remplacer. Ça coûte 400 €. Bon, ben voilà. Et il y a plein de petites initiatives comme ça. Alors bien évidemment, hein, ce n'est pas des révolutions. Et donc c'est des petites choses. Mais effectivement, il faut donner la liberté à ces personnes-là et surtout les accompagner, pas leur dire bon, allez, vas-y, tu essaies, on ne regarde pas, ça marche pas. Non, c'est aussi de mettre en place quelque chose pour les accompagner, les aider dans leur démarche. Et généralement, quand ils le font une fois, bon, derrière, c'est gagné, ils en font plein, quoi. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Très bien. Y a-t-il encore des questions ? Non. Comme on a très largement dépassé l'heure, mais je pense que vous en serez d'accord avec moi, nos deux intervenants méritaient qu'on déborde. On va malgré tout s'arrêter là, vous laisser regagner vos domiciles. Merci en tout cas d'être venus pour cette journée. Je voulais simplement en guise de conclusion dire que tout ce que vous avez vécu dans cette journée, c'est vraiment un travail collectif de l'ensemble des partenaires dont vous avez pu voir défiler les noms. Je ne me lancerai pas dans une énumération à cette heure de la journée parce que forcément je vais en oublier, mais sachez qu'ils ont été très nombreux et que sans eux, cette journée n'aurait pas eu lieu. Vous les avez retrouvés sur les différents supports. Vous avez eu l'occasion de tester en vrai le talent des animateurs des ateliers qui sont venus là bénévolement, donc je tiens encore à les saluer. Et puis, bien sûr, toute la partie technique, celle qu'on ne voit pas, l'équipe de Latitude qui a organisé toute cette journée, l'équipe de Via Storia également. Et comme modeste chef d'orchestre de cette journée, l'équipe d'Idée Alsace, qui elle aussi est cachée un petit peu partout, mais je pense que vous avez fini par les voir et qui ont fait en sorte que ça se passe bien pour vous. Voilà, merci encore, bon retour chez vous et puis à très bientôt pour de nouvelles expériences.